Jean-Claude Gaudin est reparti pour un 4e mandat de maire de Marseille. Jean-Claude Gaudin, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de preuve par 3 avec nos partenaires Dailymotion et l'agence France Presse qui sera représentée tout à l'heure par Déborah Claude qui vous interrogera, elle, comme président des sénateurs UMP, la politique internationale. Vous suivez cela toujours de très près, vous intervenez, d'ailleurs vous allez bientôt aller à Matignon dans quelques jours. Et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra pour évoquer votre choix de ne pas renoncer à la politique, votre oxygène, disent vos amis. Marseille fait rêver la gauche qui sent la ville à sa portée. Et si les premiers sondages disaient vrai, Jean-Claude Gaudin, Marseille, divine surprise en mars prochain pour un PS, on le sait, aux prises avec les pires difficultés au pouvoir. Bon, mais d'abord, effectivement, j'ai longuement mûri cette décision de savoir si je devais me représenter ou pas. Puis, finalement, avec l'accord de mes amis politiques, je me représente compte tenu du fait qu'il y a 3 raisons essentielles. Ouais. D'abord, la première raison, c'est qu'on ne revienne pas en arrière. C'est qu'on ne redonne pas la ville au Parti socialiste, on retomberait dans un clientélisme exacerbé, dont d'ailleurs le candidat socialiste est un plus pur produit. Ensuite, parce que depuis 1995, j'ai conduit le changement dans cette ville. Et il faut être de mauvaise foi, comme le sont les socialistes, pour ne pas observer que Marseille s'est transformée, s'est même métamorphosée. Eux disent immobilisme et renoncement. Oui, mais ça, le candidat socialiste dit à peu près tout et n'importe quoi avec une assurance. Ce qui m'énerve quelquefois, c'est que c'est quelquefois repris in extenso par des journalistes qui pourraient vérifier si les dires sont véritables. Ils ne le sont pas. Marseille s'est transformée, Marseille s'est modernisée. La troisième raison, c'est que je vais au combat avec une équipe unie, soudée, qui sera largement renouvelée, bien entendu. Mais il y a 3 combats. Hein. Oui. Il y a le combat des élections municipales, il y a celui de la communauté urbaine, car je souhaite une gouvernance nouvelle à la communauté urbaine, et ultérieurement, il y aura le combat de la métropole. Alors, là, que vous avez défendu le concept de la métropole. Vous avez soutenu le gouvernement d'ailleurs, contre les socialistes locaux, Jean-Claude Gaudin, mais oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Parce que la gauche a de sérieux espoirs à Marseille. J'espère que non. Vous savez, une élection, il faut être toujours prudent, et c'est pas dans ma nature d'aller pourrir le candidat qui m'est opposé. J'ai toujours pensé qu'il y aurait bien un candidat socialiste. Mais quand on fait des sondages pour extrapoler les choses, moi je suis seul. Hein? Lui, on le présente uni au second tour. Avant qu'il arrive au second tour, il aura fort à faire. Donc, ma foi... Vous dites au PS qui rêve effectivement de votre ville, vous lui dites, vous ne sauverez pas les meubles en mars prochain en me prenant Marseille. En tout cas, depuis 18 ans, c'est une coalition de la droite et du centre qui a gagné, qui n'a jamais eu d'affaires de justice ou autre, et par conséquent, je pense que les Marseillaises et les Marseillais auront envie de reconduire un maire qui a consacré sa vie à Marseille, et pas... Moi, j'ai rien à ajouter. Les titres politiques, je les ai tous eus. J'ai une superbe carrière politique. Je suis là pour ma ville, pour Marseille, uniquement, et je n'ai pas à faire un tableau de chasse comme voudraient faire sans doute d'autres. Alors, il faut parler du Front National, qui est donné à plus de 20% à Marseille, les sondages toujours. Et le Front National qui va donc empêcher le duel droite-gauche, Jean-Claude Gaudin, vous contre Patrick Mennucci. Et c'est forcément vous que le Front National peut faire trébucher. Ah ben sûrement pas. Sûrement pas, non, oh là là, le Front National, d'abord. En 1995, lorsque je deviens maire pour la première fois, le Front National est à 22%. Et ça ne m'empêche pas de gagner 5 secteurs sur 8 que compte la ville. Aujourd'hui, il est évalué à 19, peut-être 20. Oui, nous avons toujours été habitués à ce que le Front National soit très élevé dans la ville. Mais suivant le secteur, puisque Marseille est coupé en secteur, il peut prendre des sièges à la gauche plus facilement qu'à moi. Vous dites que le Front National peut faire perdre Patrick Mennucci en remportant par exemple un secteur clé à la gauche. Il n'y aura pas de secteur pris par le Front National, c'est pas possible. Bon, par contre, il peut, la dernière fois, en 2008, je perds un siège dans le 15e et 16e arrondissement, là où il y a la charmante sénatrice Samia Ghali, je perds un siège de 17 voix. Là,
dans les résultats, dans les sondages que nous avons, c'est plutôt eux qui perdraient dans un autre secteur par rapport à moi. Alors tout ça, c'est des élucubrations. Nous verrons le moment venu. Hein. Bon, le candidat Front National, il s'appelle Stéphane Ravier. C'est un Provençal pour vous? Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Et encore en ayant un échange public, puisque quand j'ai été réélu maire en 2008, j'ai assisté à l'intronisation des 8 maires de secteur. Je me suis déplacé dans les mairies de secteur, dans chaque mairie de secteur. Et comme il est conseiller d'arrondissement, dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille, il était là. Et on a eu un échange de quelques minutes. En dehors de ça, je ne l'ai jamais rencontré ni vu. Il est marseillais, il est provençal. Je ne sais pas. Ah, parce que vous avez dit, vous avez expliqué avoir accepté en 1986... vous avez dit avoir accepté de gouverner à la région avec les Provençaux qui venaient du Front National. Alors, écoutez, si vous pourriez recommencer. Alors, non, mais si vous voulez remonter à la préhistoire, rappelez-vous. En 86. Non, mais écoutez, soyons objectifs. En 86, c'est la première fois que les présidents de région vont être élus au suffrage universel direct. Bon, je suis en majorité relative. Je ne veux pas me mettre dans la main des socialistes que je viens de battre. Vous allez avec les Provençaux. Oui, par exemple. Écoutez, il y avait un journaliste très célèbre qui s'est appelé Gabriel Domenech, qui quelques années auparavant avait été élu député du mouvement républicain populaire dans les Alpes de Haute-Provence. C'était des gens que je connaissais. J'ai gouverné avec eux. Mais il faut être intellectuellement honnête pour ce qui me font le reproche. 6 ans après, quand Le Pen et Maigret sont arrivés, j'ai dit je ne ferai pas d'alliance avec eux, je n'en ferai plus. Et à ce moment-là, l'objectivité m'amène à vous dire, dans les Bouches-du-Rhône, il y avait 17 listes. Je suis arrivé premier à Marseille. J'ai battu et Le Pen et Tapi. Pas d'accord. Voilà, par contre, Tapi, lui, est arrivé premier sur l'ensemble du département. Non. Pas d'accord à l'époque, dites-vous, parce que... Parce que nous avons clarifié la situation avec Jacques Chirac il y a de cela de nombreuses années. Parce que Jean-Marie Le Pen était arrivé sur vos terres. Bon, vous savez, Jean-Marie Le Pen, c'est quand même quelqu'un qui est un homme talentueux dans la vie politique, même si on ne l'aime pas. Et je ne voulais pas être allié avec lui. Bon, donc j'ai pris tous les risques, sauf que j'ai été réélu. Oui, alors aujourd'hui, avec Marine Le Pen, sa fille à la tête, est-ce que le Front National est resté le même qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, pour vous? Ma foi, ce matin, il y avait une dame, là, sur une radio, là, qui expliquait... Voilà, la repentie du Front de gauche et du Front National. Elle avait été attirée par M. Mélenchon. Bon, et ensuite, elle est allée voir du côté de Marine Le Pen, puis finalement, rien ne lui convient. Nous... dans la droite libérale, dans la droite centriste, dans la droite républicaine. Nous n'avons rien de commun, nous sommes d'accord sur rien, ni sur la monnaie, ni sur l'euro, ni sur un certain nombre de sujets. Par conséquent, il n'y aura pas d'alliance avec Le Pen à Marseille. Je ne serai pas relapse. Même si vous remontez jusqu'en 1986, j'avais des cheveux, j'étais mince, j'étais comestible. Dites-moi, cette dame, ex du Front de gauche et ex-Front National aujourd'hui, raconte les coulisses de l'extrême droite à Marseille, le racisme, l'homophobie. Elle pêche par naïveté, cette dame, pour vous? Ma foi, il paraît qu'elle habite dans le même quartier où je suis né et où j'habite. Mais je n'ai jamais rencontré cette personne. Et je ne pense pas que mes amis politiques soient désireux que nous nous rapprochions de cette personne. Mais alors qu'est-ce que vous dites aux sympathisants locaux de l'UMP qui sont comme partout en France, j'imagine, favorables à des accords locaux avec le Front National? Très peu dans les Bouches-du-Rhône, un peu au nord du département, parce qu'il y a eu une attitude un peu sibylline à un moment donné d'un de mes amis maire et conseiller général, mais tous les candidats que nous avons investis dans les Bouches-du-Rhône sont clairs. Pas d'alliance avec le Front National, c'est clair. Parlons de l'aide qui a été annoncée. 3 milliards d'euros annoncés par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui est venu dans votre ville. Jean-Claude Gaudin, c'est une somme utile, j'imagine, pour la ville. Il y a des grands chantiers. Est-ce qu'elle doit être intégrée, cette somme, au compte de campagne de Patrick Mennucci? Écoutez, je vais vous dire, j'ai pas aimé cette visite
du Premier ministre. J'ai de très bons rapports personnels avec M. Ayrault. J'ai siégé longtemps, vous le savez, à l'Assemblée nationale. J'ai même été pendant 9 ans président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Personne n'a battu mon record. Donc je connais Jean-Marc Ayrault. Il est Premier ministre. J'en ai connu, moi, d'autres de Premier ministre à droite et à gauche. J'ai jamais vu qu'on procède de cette manière pour un voyage officiel. M. Ayrault n'a reçu à Matignon, pour préparer sa venue à Marseille, que les seuls parlementaires socialistes. Mais dites, à Marseille, il y a 3 députés de mes amis et ils comptent, et nous sommes 2 sénateurs. Oui. Nous, pas un signe, rien du tout. Bon. Alors que je venais de lui faire passer son projet de loi ici même au Sénat, parce que sans moi au Sénat, vous le savez parfaitement, jamais son texte, l'article 30, ex-Marseille, Provence, mais c'est pas ingrat, c'est une attitude. Il est venu pour soutenir un candidat de son camp. Voilà, qui le lui demandait avec une insistance folle. Vous répondez à ma question. Faut-il, c'est votre ami Xavier Bertrand qui le dit, faut-il intégrer cette somme absolument colossale au compte de campagne? Si on peut, pourquoi pas. Ça mettra un peu justement, de plomb dans la cervelle du candidat socialiste, qui se croit autorisé à tout, de déclarer tout, n'importe quoi, à tout moment, n'importe comment. Bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas intégrer cette somme gigantesque? Il n'aurait plus beaucoup de moyens, Patrick Mennucci. Écoutez, en tout cas, les 3,5 milliards dont vous parlez, ce sont des sommes qui pourraient être investies dans 15 ans, dans 20 ans. Ça n'était pas ça que j'attendais. À Marseille, en ce moment, nous serions contentés d'ailleurs de sommes beaucoup plus modestes. Mais par exemple, le premier sujet à ce moment-là, c'était la SNCM, la compagnie de navigation. Bon, c'était ça dont j'aurais voulu que le Premier ministre parle. Ensuite, il y a de multiples aides. Oui, qu'on résiste un peu. À Bruxelles, il semblerait qu'il soit désireux de le faire. Mais tant mieux. C'est ce que je demandais il y a à peine quelques jours. Encore une question, puisque je poursuis sur ce qu'a dit Xavier Bertrand. Il juge même que le plan gouvernemental rend M. Mennucci inéligible. C'est votre sentiment? Oui, alors attendez, si on le met dans les comptes de campagne sûrement, ce que M. Mennucci feint de ne pas voir, c'est que par exemple, pour restaurer, renouveler, réhabiliter la gare Saint-Charles à Marseille, nous avons mis 10 ans. Pour obtenir le MUSEM, qui est un véritable succès, nous avons mis plus de 12 ans. Alors évidemment, on peut toujours tout promettre pour l'avenir. Je vous dis, moi j'aurais préféré peut-être des sommes d'argent moins importantes, mais immédiates, pour aider les Marseillaises et les Marseillais. Est-ce que vous attendez l'arrivée d'un nouveau candidat à Marseille, l'ancien président de l'OM, très populaire dans les quartiers, Pape Diouf? Alors, il le dit lui-même, il va constituer d'abord François Hollande. Comment est-ce que vous analysez sa démarche? Écoutez, Pape Diouf a toujours été un homme de gauche. Et il a été journaliste en son temps dans le journal communiste La Marseillaise. Tant qu'il a présidé l'Olympique de Marseille, j'ai eu avec lui des rapports tout à fait courtois, tout à fait corrects, dans l'intérêt du sport à Marseille. Et il choisit son camp. S'il est dans le camp de la gauche, il me trouvera en face. Et je ne pense pas, vous savez, j'en ai tellement vu des gens qui étaient passionnés du football, qui étaient présidents de clubs, qui étaient animateurs et qui ont voulu faire de la politique, ça n'a jamais marché. Puisque je vous rappelle, même pour M. Bernard Tapie, et Dieu sait, si on l'aidait à l'époque, les Leroy de l'Humanité, les Edmond de Charleroux, veuve de Gaston de Fer, tout le monde voulait Tapie, ils ont eu Godin. Juste une question, vous allez mettre UMP sur vos affiches à Marseille? Bien entendu. D'accord, très bien. Bon, vous savez, à Marseille, personne n'a de doute sur mon parcours, parfois, c'est pas sur mon parcours politique. Sur les affiches, en tous les cas. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à un autre sujet. Vos fonctions de patron des sénateurs UMP. D'ailleurs, vous dites dans la Provence récemment que vous êtes à Paris pour défendre les dossiers de Marseille. Non, pas seulement, quand vous êtes là à Paris. Non, mais ça, c'est là pour la remarque de Marseille et de la République. Mais le concurrent socialiste, le candidat socialiste, il dit de toute manière que je ne sers à rien, ceci et cela, que je fais l'immobilisme, que je dors. Tiens, je dors. Je dors comme l'empereur, comme Napoléon. Dans l'avion, je dors et je m'en porte très bien. Bon, allez, vous allez répondre à Déborah Claude, donc de l'agence France-Presse, dans un instant. D'abord, voyons pourquoi votre parti, l'UMP, ne profite pas des difficultés actuelles du pouvoir socialiste. Sophie Normand. C'est mécanique. Le rejet massif de l'exécutif devrait profiter au principal parti d'opposition. Pourtant, dans les faits, aucune embellie à l'UMP. Le parti ne capitalise pas sur la défiance à l'égard du gouvernement. Selon un sondage IFOP, 74% des Français pensent que l'UMP ne ferait pas mieux que la gauche si elle était au pouvoir.
On a une image qui est touchée par la division, qui est minée par la division de l'UMP entre les différentes personnalités. Il y a cette présence-absence de Nicolas Sarkozy qui bloque le jeu. Il y a les conséquences de la guerre interne issue de l'élection du 18 novembre dernier. Et quand on travaille qualitativement sur l'image de l'UMP, c'est clairement les termes de guerre des chefs, combat, division qui sortent. En bref, un manque de clarté auquel s'ajoute la critique du manque de propositions et surtout de ligne idéologique commune. Alors pour tenter de redevenir attractive, l'UMP lancera le 18 décembre un séminaire de travail préparé notamment par le député Hervé Mariton, avec à la clé un projet d'alternance voté fin janvier au cours d'un conseil national. L'objectif de ce projet, c'est de dire très clairement que nous faisons des propositions, nous ne sommes pas les bras ballants, c'est de poursuivre le débat avec les Français, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi à l'approche des primaires présidentielles de l'UMP en 2016 un fonds commun, une banque d'idées. De quoi donner de la cohérence au parti, afficher son unité et montrer sa capacité à incarner l'alternance avec une ligne politique déjà résumée en quelques mots. Elle pourrait se définir de la manière suivante. Être extrêmement ferme sur les questions d'autorité, justice, immigration, insécurité. Il y a un grand consensus sur ces sujets. Deuxièmement, courage sur le plan économique, c'est-à-dire vraiment désormais supprimer les 35 heures, assumer la baisse des dépenses publiques pour une baisse des impôts. Sur le plan des idées, rien de vraiment neuf à l'horizon. L'UMP réussira-t-elle ainsi à séduire l'électorat? Le vrai test sera les municipales, puis les européennes en 2014. Voilà, Déborah Claude de l'AFP nous a rejoint. Jean-Claude Gaudin, bonsoir. Déborah, vos questions. Bonsoir Monsieur Gaudin. Là, je voyais que vous regardiez Monsieur Copé. J'ai envie de vous demander comment ça va à l'UMP. Quelle est l'atmosphère en ce moment? On a l'impression qu'on a un peu du mal à se remettre de la crise de l'année dernière, de l'hiver dernier, de la présidence. Oui, c'est vrai que cette crise, si nous avions pu ne pas la voir, c'eût été beaucoup mieux. Et la régler un peu plus vite, c'eût été bien aussi. Vous pouvez observer. Je vous fais observer qu'à la Haute Assemblée, si je crois, mais ça laisse des traces. À la Haute Assemblée, il y a eu aussi la tentation à un moment donné de dire est-ce qu'on fait deux groupes, etc. Et je suis arrivé, je crois, à faire en sorte que l'unité demeure. Oui, on dit souvent actuellement, on ne profite pas de l'échec au sommet des socialistes, etc. Oui, sauf que nous avons eu 8 élections législatives partielles et que malgré tout, nous les avons gagnées toutes les 8. Alors vous savez, en politique, on peut toujours faire des exégèses, on peut toujours regarder un certain nombre de choses, mais pour l'instant, quand il y a le suffrage universel, il ne nous a pas été défavorable, sauf à Brignoles, avec des circonstances particulières. Et là, j'espère que ma collègue et amie Josette Pons, vous savez, elle est née sous un chêne au pied d'une vigne. Josette Pons, je pense qu'elle gagnera Brignoles. Du point de vue des idées, Monsieur Gaudin, les 35 heures, les impôts, vous allez voir Jean-Marc Ayrault la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez lui dire sur la fiscalité, oui, sur d'autres sujets? On va lui dire plusieurs choses. Effectivement, on est en train de préparer un peu cela entre les députés et nous. Il est clair que, bon, malgré toutes ces annonces qui touchent pas tellement les Français ils voient quoi? C'est un mauvais coup de communication? Ah ben, c'est pas un mauvais, alors c'est plutôt un bon coup de communication, parce que ça a permis de créer un rideau de fumée sur d'autres choses. Le problème de M. Ayrault et de M. Hollande est tout à fait nouveau maintenant. C'est-à-dire que sous la Ve République, en principe, le président de la République, le Premier ministre avec son gouvernement sont protégés par les institutions. Donc ils peuvent faire des bêtises, ils peuvent faire des couacs, ils peuvent faire des allers-retours, ils en font pas mal. Quoi, mais ils sont... Non, c'est plus le cas. Non, chef de l'État. Non, c'est plus le cas pour le gouvernement de M. Hollande et de M. Ayrault. Il cherche en permanence sa majorité. Il est justement comme Soubise qui, avec une lanterne, cherchait son armée. Eh bien, ils en sont là. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de faire un vote bloqué. Regardez ce qui se passe ici. Il y avait parfois recours. Mais nous ne disons pas, que nous ne pouvons pas le faire. Le problème, c'est arrivé souvent à l'Assemblée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de majorité. Ils ont la majorité sur le papier, mais ils n'ont pas dans la réalité des faits. Tantôt sont les Verts qui font défaut, tantôt sont les communistes qui s'émancipent, tantôt
tantôt ce sont des socialistes qui détestent tellement Valls qu'on ne peut pas envisager qu'il soit un jour... jour... remise à plat de la fiscalité, vous y croyez absolument pas? Écoutez, si elle doit être faite, on verra ce que l'on nous propose. Si c'est pour aboutir à encore plus d'impôts, quand même, ils sont gonflés, ces gens. C'est pas le programme. Il a oui, dit, mais enfin, le programme pour l'instant. Attendez, il y a 18 mois que Hollande et Hérault sont là. Ils ont balancé 17 millions de prélèvements et d'impôts sur les ménages, 17 millions supplémentaires sur les entreprises. Il manque encore 12 milliards d'euros. Et quand on nous dit, mais vous aviez fait pareil, oui, sous le quinquennat de Sarkozy, sous l'ancien régime, comme on dit. Est-ce que vous feriez mieux, monsieur Bénin? Attendez, mais il y a des sondages, les Français disent l'UMP ferait la même chose que le PS, sondages, finalement. surtout si on leur dit sans arrêt que les hommes politiques sont des vendus, sont des gens corrompus, sont des gens qui doivent diminuer leur salaire, etc., etc. Si on alimente comme cela, vous créez le populisme, l'extrémisme, ce que je ne veux pas, et que je n'en veux pas non plus à Marseille d'ailleurs. Mais quand même, eh bien, attendez, laissez-moi finir. 1,1 du PIB pendant le quinquennat de Sarko. 1,8 depuis 18 mois avec Hollande. Guili. À propos des impôts... Attendez, vous croyez que les Français y croient tout ça? Oui. Les Français, ils sont pour des choses simples. Oui. Alors on leur dit, on va remettre à plat. Bon, d'accord, attendons de voir. Alors justement, attendons de voir, mais déjà, Jean-Marc Ayrault, lui, il estime qu'il a vu, il vous interroge, vous, directement, Jean-Claude Gaudin. Où est votre cohérence? Puisqu'au Sénat, vous avez voté, dit-il, 13 milliards d'augmentation des dépenses dans le budget. Non, mais comment peut-il savoir si nous avons voté 13 milliards de dépenses dans le budget, puisque cette partie, nous ne la faisons pas. Cette partie, nous ne la voterons pas. Demain, on refuse la première partie, donc on ne passe pas aux dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Sénat Bon, tout, voilà, mais le Sénat... On en parlera. On refuse vraisemblablement le budget demain. Donc on n'est pas aux dépenses. Donc il ne peut pas dire ça, monsieur Ayrault. Une réaction par anticipation du Premier ministre. Mais on parlera de la nouvelle majorité négative au Sénat dans un instant avec Perrine Tarnaud. Alors on va passer des impôts à votre ancienne famille politique, le centre. Que pensez-vous de l'attelage Bayrou-Borloo? Est-ce que pour vous ça peut faire des dégâts à l'UMP? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, depuis que je fais de la politique, ça fait quand même un certain nombre d'années, je suis issu, moi, de ce courant centriste libéral. Je n'appartiens pas, comment dirais-je, je n'appartiens pas à la famille gaulliste. Je n'ai pas été dans la famille gaulliste. J'ai toujours été favorable à l'union des centres. Et si par conséquent, je l'applique moi à Marseille. Vous savez, c'est pas les candidats du MoDem à Marseille qui me portent, comment dirais-je, qui pourraient me mettre en difficulté. Vous parlez de Jean-Luc Benamias? Absolument, il n'a jamais été aspergé d'eau bénite, celui-là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai grandi dans les sacristies, c'est mieux. Est-ce que vous allez soutenir François Bayrou à Pau, monsieur Gaudin? Alors, voilà, d'abord, il y a... Alain Juppé le fait, François Fillon est en train de le faire. Il y a une décision du parti. Vous savez, c'est Léon Blum qui disait on n'a jamais raison contre son parti. Moi, je suis pour l'union des centres, pour le rassemblement de la droite républicaine et du centre. Je m'efforce de le faire à Marseille. C'est pour ça que j'ai gagné plusieurs fois l'élection municipale. Il y a eu un deal entre Marseille et Pau? Non, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de deal du tout. Simplement, attendons de voir un peu les choses, laissons évoluer les choses. Comprenez, Monsieur Bayrou, il a quand même appelé à voter pour Monsieur Hollande. Mais il a reçu de l'eau bénite dans sa vie. Attendez, il est habitué, il va même à pied de son village à la grotte de Massabielle. Ça, je le sais, puisque je suis allé un jour déjeuner avec lui, mais je n'ai pas fait le parcours à pied, moi. Bon, et par conséquent, il y a dans tout, dans la vie politique, une évolution. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous ne sommes pas encore aux élections municipales. Sur le principe même, je suis favorable à l'union de la droite républicaine et du centre. Donc, sur le principe, vous soutenez M. Bayrou? Pour autant, nous verrons comment l'évolution... Non, pas tout le monde. Est-ce que vous accordez votre pardon chrétien, à François Bayrou qui s'est égaré manifestement selon vous? Monsieur Fillon a dit je soutiens toujours le candidat de l'UMP, mais j'aimerais qu'il y ait effectivement un accord. Ben, peut-être cet accord. Oui, mais attendez, nous entrons dans l'église, dans ce que nous appelons l'Avent. Alors peut-être que pendant la période de Noël,
des choses pourront peut-être évoluer. Il faut attendre 2014 il a alors pêché pour François savoir. Bayrou en votant Hollande au second tour. Il est clair que ça ne nous a pas fait plaisir, enfin, et que peut-être, sans doute, le regrette-t-il amèrement. Bon, M. Hollande et ses amis ont beaucoup menti aux Françaises et aux Français. Et qu'est-ce qu'ils voient, les Françaises et les Français? Qu'on les massacre d'impôts. Et nous sommes tous en train de dire, allez, halte au feu, un cessez-le-feu fiscal. Bon, alors, le pauvre Moscovici, là, il se dépasse dans tous les sens pour dire, il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus d'impôts. Et comment faire? Les impôts, ils arrivent quand même. Voilà, par conséquent, attention à tout cela. Mais l'opération de communication a été plutôt bien vous menée. avez dit cela tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez poursuivre un petit peu? Vous trouvez que c'est un bon coup du Premier ministre? Ça le met en selle encore pour combien de temps? Bon, quand on est Premier ministre, on peut rester très longtemps. Le président de la République a la possibilité de le changer, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, à condition d'avoir une majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, franche, nette et sûre. Ils votent les textes, le Parti Socialiste. Il y a des voix qui font défaut, mais les textes, ils sont votés. Vous savez, ils n'ont pas perdu cette culture qu'ils ont du parti, de l'opposition entre eux, des différences entre eux. Ils n'ont pas l'habitude du pouvoir. Ils n'ont pas tellement l'habitude de tout cela. On a rappelé que l'UMP avait donné un drôle d'exemple il y a un an quand même, en matière de division. Oui, pas au gouvernement, mais en matière d'organisation du parti. Et de rivalité. Entre nous, je suis de ceux qui ont toujours souhaité que ce tragique épisode se réduise le plus possible et qu'on sorte là. Visiblement, on y est sorti parce que ne soyons pas trop critiques à l'égard de l'UMP. Le président de l'UMP aujourd'hui, il fait le job, il fait le boulot. Il a annoncé un séminaire pour fin décembre. Attendez, mais avec si c'était que ça, en permanence, il se déplace. En permanence, il conforte nos militants en province qui existent, alors que dans l'autre parti, ça n'existe quasiment pas, UDI, Modem. Pas beaucoup. Bon, en plus, avec des hommes comme Mariton, Retailleau, quelques autres encore, il y a une partie de réflexion, de proposition pour l'avenir qui est faite très soigneusement. Alors évidemment, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est des coups de couteau. On s'intéresse à l'avenir. Qui va porter ces propositions? Qui va les porter? Qui va aller à la primaire? Pour l'instant, c'est l'équipe de l'UMP. Bon, qui est à la fois filloniste et copéiste. J'ai regretté immédiatement, après l'élection présidentielle, que quelques amis adorables, compétents, jeunes, aussi bien hommes que femmes, parlent déjà de 2017. Mais enfin, ils ne savent pas qu'il faut sauter les unes après les autres. On n'est pas guidrus, nous. Bon, donc vous avez effectivement toutes les étapes. Concentrons-nous sur les élections municipales. Par contre, les législatives, je vous le redis là, parce que je vois que ça vous fait sourire, nous les avons toutes gagnées quand même. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il va sauter la haie de la primaire s'il revient? Écoutez, pour l'instant, ça lui appartient à lui. Il est clair qu'il a, dans le parti, une adhésion très forte, très massive de la part de tous nos militants. Il faut qu'il arrive à conquérir aussi l'autre partie, c'est les Françaises et les Français. Ça, c'est un peu plus difficile. Oui, et vous pensez qu'il peut y arriver? Ouais. Mais bien entendu, tout le monde. Oui. Mais tout le monde peut y arriver. Le problème, c'est que nous sommes engouffrés dans cette affaire dite des primaires, dont nous allons faire à peu près ce que les socialistes ont fait. Sauf que quand on a le pouvoir, après, on partage. Vous faites partie des responsables de l'opposition qui voient régulièrement l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy? Régulièrement. Non, mais récemment. Oui. Votre conviction pour lui? Écoutez, ma conviction pour lui, c'est que de toute manière, la France, pendant 5 ans, a été particulièrement bien dirigée par cet homme. Qu'en matière de politique internationale, il a su résister au Obama, qu'il a eu un accord privilégié avec Merkel. Attendez, c'est une bonne période. Ce qui n'a peut-être pas plu chez les Françaises et les Français, c'est son caractère abrupt, brutal, quelques phrases qui n'ont pas été heureuses, et en plus, si vous voulez, donnant le sentiment qu'il s'occupait de tout. Or, ses prédécesseurs, même illustres, ne s'occupaient pas du détail ou enfin feignaient de ne pas s'en occuper. Mais pour vous, il va revenir, il a envie de revenir. Il peut revenir. Il veut. Bien sûr. Bien sûr qu'il veut. Je pense qu'il veut. Je pense qu'il veut. Écoutez, on verra le moment venu ce qui... Moi, pour l'instant, je m'occupe des élections municipales de Marseille. Ça me suffit. Merci Déborah, Claude, d'avoir été avec nous cette semaine. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant, Jean-Claude Guédin. D'abord, on va voir avec Marie Brémaud ce qui fait votre particularité, peut-être plus que d'autres hommes politiques, l'impossibilité de raccrocher.
Sénateur, président du groupe UMP et maire de Marseille, plus que jamais même, il est candidat pour la 4e fois à la tête de la cité phocéenne. La politique, un virus, une passion, une vie. Jean-Claude Gaudin est tombé dedans alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. J'ai aimé la vie publique dès l'âge de 13 ou 14 ans. Et il y avait une femme qui est devenue pour moi un symbole, qui s'appelait Madame Germaine Poinceau-Chapuis. Cette femme incarnait le mouvement républicain populaire, en clair la démocratie chrétienne. Et moi je me sentais tout à fait à l'aise là-dedans. Et cette femme avait un talent oratoire, une force de conviction qui m'a incité à dire à mon père le soir, mais si c'est ça, faire de la politique, j'aimerais faire de la politique. Le rêve de jeunesse est devenu une réalité. Député puis sénateur, c'est un parlementaire depuis 35 ans. Et à ceux qui le disent fatigué, somnolent, vieilli, méfiez-vous de l'eau qui dort. Sur la métropole marseillaise, il n'a pas hésité à donner de la voix, quitte à froisser des élus de tous bords. Tandis que lors du débat sur le mariage pour tous, Jean-Claude Gaudin a choisi la carte de la discrétion. Ce catholique fervent n'est pas à une contradiction près, mais d'une manière générale, il assume son parcours politique. Je recommencerai ce que j'ai fait, c'est-à-dire avoir mon métier et ensuite faire un engagement politique. Et je ne regrette rien de mon passé. Simplement, je trouve que ça passe vite. À force de ne pas voir le temps passer, à 74 ans, est-ce la conquête du mandat de trop? Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Bonne question à Jean-Claude Gaudin. Bonsoir Jean-Claude Gaudin. Bonsoir. C'est vrai que ça passe vite, même quand on n'a pas d'enfant, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'à 76 ans, on a toujours la même envie? 74. 74, pardon. Oui, oui, et je disais justement à votre éminent collègue et confrère que peut-être parce que ma vie s'est déroulée en célibataire, je n'ai pas eu le sentiment de vieillir. Moi, j'ai une passion, ma vie, ma ville, la vie politique. Je n'ai fait que ça toute ma vie. C'est triste, peut-être. Je ne sais pas si c'est triste ou pas. Peut-être qu'en vieillissant un peu. Mais en France, vous n'allez quand même pas mettre tous les gens qui ont plus de 70 ans dans des asiles. Bon, voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vie après la politique? Ça veut dire, pour moi, ce serait quand même un moment, une reconversion assez difficile. Bon, je ne peux plus retourner dans l'enseignement, j'ai passé l'âge. Bon, je ne serai pas diacre, parce que sans doute que l'évêque ne le voudrait pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc je continue volontiers à faire de la politique au service des autres. Parce que moi, personnellement, j'ai eu une très belle carrière, j'ai tout eu. Bon, par conséquent, je suis là pour servir, pour aider les Marseillaises et les Marseillais. Mais Jean-Claude Gaudin, vous n'avez pas peur du combat ou du mandat de trop? Oui, on me le dit, on me le dit. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai attendu longtemps avant de me décider. J'ai essayé d'entendre ce que disaient les Marseillaises et les Marseillais. J'ai eu des études d'opinion. Et puis mes concurrents qui voulaient, dans le camp de la droite républicaine et le centre, éventuellement que je leur laisse la place, ils en ont aussi fait. Ils attendent, ils piaffent depuis tellement d'années. Ils en ont fait des études d'opinion qu'ils n'ont pas communiquées. Par conséquent, je pense que toutes ces études d'opinion étaient, pour moi, assez favorables. Bon, en plus, regardez Marseille. Bon, vous y venez de temps à autre. Marseille s'est transformée. Marseille s'est métamorphosée. Bon, la gestion a été dans le respect des règles et des lois de la République. Oui, je me régale. J'ai encore un peu envie de continuer. Même si vos adversaires vous disent lassés, un peu usés, vieillis. Ça, je me demande, mais évidemment, je n'attends pas de l'adversaire socialiste qu'il aille dire du bien de moi. D'ailleurs, il en est incapable, ni pour lui, ni pour ses propres amis politiques. Donc la politique, ça reste votre oxygène, vous le dites souvent, on l'a vu dans le reportage, vous êtes engagé en politique depuis l'âge de 14 ans. Est-ce que vous rediriez aujourd'hui que si vous aviez 20 ans, vous recommenceriez exactement de la même façon? Oui, de la même chose, effectivement. Et en plus, je pense ne rien avoir à regretter de ce que j'ai fait. Même l'épisode sur lequel vous me questionnez de 86. Le Front National. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai assumé mes prises de décision et j'ai toujours été respectueux de mon parti. Je vais citer la phrase de Léon Blum. Elle m'a toujours impressionné. Bon, et c'est la raison pour laquelle je veux être aussi prudent. Parce que, par exemple, j'ai présidé depuis l'origine. D'abord, à l'origine, quand on fait l'UMP, Chirac me dit « il faut que tu viennes ».
Et je souhaite que tu sois là et que tu fasses équipe avec Juppé. Alors Juppé sera le président, tu seras toi le seul vice-président à l'époque, et Méhaignerie le secrétaire général. Bon, voilà. Et depuis, nous sommes partis, et là, dans l'UMP, et pendant 10 ans, vous le savez, j'ai présidé la Commission nationale des investitures. C'est pas la tâche la plus agréable. Ceux auxquels on donne l'investiture considèrent que, bien entendu, ça leur revient de droit, vu leur qualité, tout azimut. À ceux à qui on ne le donne pas, vous en gardez un peu rancune. J'ai fait ça pendant 10 ans. D'ailleurs, au moment de me remplacer, comme ils ne sont pas arrivés à me remplacer, ils le font tous les deux, Copé et Fillon. Voilà, il en a fallu 2 pour remplacer Gaudin. On va parler des élections sénatoriales de septembre 2014, Jean-Claude Gaudin. Jean-Pierre Raffarin, qui était à votre place il y a quelques semaines, nous le disait, il n'y aura probablement pas de bascule du Sénat à droite en 2014, certainement en 2017. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui. Nous pensons qu'il nous faudrait un élan considérable aux élections municipales pour rattraper un peu ce que les socialistes nous ont fait sur le tapis vert. Imaginez que ce soit nous qui ayons fait ce que les socialistes ont fait. C'est-à-dire changer le mode de scrutin, mieux représenter les zones urbaines, oui, sans toucher aux zones rurales, parce qu'elles leur sont plutôt favorables. Bref, allez, sur le tapis vert, ils gagnent 10 sièges. Sur le tapis vert, ils gagnent 10 sièges. Comme il y en a 6 d'écart en ce moment, ça rend le travail de la droite républicaine et du centre plus difficile. En plus, dans le groupe UMP, vous êtes dans la maison, vous surveillez tout ça, vous regardez tout ça, vous êtes des experts. Nous sommes 79 sénatrices et sénateurs à être renouvelables. Bon, ça sera quand même pas une partie de plaisir. Donc vous dites difficile pour 2014, plus jouable en 2017 Plus jouable à partir du moment où il y aura l'affaire du cumul des mandats qui va intervenir, etc. C'est possible. Pour septembre 2014, bon, je suis quand même pour l'instant un peu inquiet, compte tenu du fait que pour l'instant, les Françaises et les Français, qu'est-ce qu'ils voient? Le massacre par le gouvernement vous employez toujours ce mot sur les impôts. Il y en avait eu juste avant l'alternance. Mais beaucoup moins, je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure. Bon, deuxièmement, malgré tout, pour l'instant, les Français sont préoccupés par ça. Ensuite, ils sont préoccupés par les fêtes. Et ensuite, ils s'occuperont des élections municipales qu'un peu plus tard. Et nous sommes là en attente avec l'espoir que les élections municipales nous permettront de rattraper des sièges au Sénat, éventuellement d'avoir la majorité. Si nous avons la majorité au Sénat, nous l'exercerons. Vous êtes déjà un peu le roi au Sénat avec la majorité négative. Vous l'exercerez Le Sénat perd du terrain. Le Sénat perd du terrain. Nous n'avons pas le sentiment souvent que le Sénat ait été défendu sous sa forme institutionnelle et par conséquent ça ne nous convient pas. Par qui, non mais attendez, le Sénat il ne doit pas être à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est élue du peuple. Vous savez que j'ai fait 4 mandats de député, donc je connais aussi, et 9 ans président de groupe à l'Assemblée nationale. Mais le Sénat doit être différent. Et alors qui doit l'incarner? Peut-être qu'il mériterait d'être un peu mieux incarné, la Haute Assemblée, sur un certain nombre de choses. Mais à l'heure actuelle, c'est ça que j'essayais de développer tout à l'heure sur la majorité, il n'y a pas de véritable majorité. Des majorités de mais si la droite gagne de quelques sièges également en 2014, ça ne changera pas grand-chose. Quelques petites voix d'écart, que ce soit à gauche ou à droite, ça sera de toute façon mais attendez, il y aura un accord, à mon avis, important entre la droite républicaine, l'UMP et le centre, d'abord pour y arriver. Moi, je salue le courage du groupe du Rassemblement démocratique social européen sur l'affaire du cumul des mandats. C'est que cette histoire. Bon, mais les radicaux ont tenu bon, ils ont tenu ferme, et c'était très bien. Voilà, même si on veut le faire payer, dit-on, à M. Mézard. Bon, il s'en balaye le flanc gauche, M. Mézard, il sera réélu. Président du groupe RDSE. On va changer de sujet. Une autre campagne municipale, c'est celle de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Elle a du mal, Nathalie Kosciusko-Morizet. Son début de campagne marque un peu le pas en ce moment. Quel conseil vous auriez envie de lui donner? Mais justement, même quand j'ai présidé la commission des investitures, je ne me hasardais pas trop sur l'affaire de Paris, considérant que
Même une fois, le président Sarkozy m'avait dit « Ah, il est temps que les Tibéri, les Dominati s'effacent. » Je dis « Oui, Personne n'a réussi à mettre de l'ordre à Paris. attendez, laissez-moi finir mon explication. » J'ai dit au président Sarkozy à l'époque « Et quand les fils se comportent bien, comment fait-on pour les éliminer du jeu politique ?» J'ai pas eu de réponse. Parce que le fils Tibéri, il existe. Et Philippe Dominati, mon ami, il existe aussi. Kosciusko Morizet semble ne pas le vouloir. Elle a tort. Elle a tort. Moi-même, je vais renouveler ma liste à Marseille, comme je l'ai fait chaque fois. Mais pour autant, vous êtes quand même tenu à une tradition dans la vie politique. Vous ne pouvez pas dire je fais du neuf et je balance tout. J'en sais rien. Donc vous dites qu'il y a un droit d'hérédité. Je me suis absolument pas occupé. Il n'y a pas de dynastie ni de dauphin. Moi, on m'a fatigué avec le mot dauphin. Dans la République, Dominique Tibéri, là, on parle de dynastie. Il a un droit à rester dans le 5e arrondissement de Paris. Écoutez, si, parce qu'il y est élu, parce que son père l'a été longtemps, parce qu'après tout, si vous prenez la liste des socialistes là, qui héritent de père en fils, prenez l'exemple à Marseille, et vous avez quantité de familles où ils ont hérité de père en fils ou de père en fille. Bon, pourquoi ça ne se ferait pas dans la droite républicaine? C'est pas dramatique. Donc ça a quand même de s'adapter à cette à mon avis, on prend ceux qui tiennent, bien, et on prend ceux qui sont aimés par la population. Mais je ne veux pas me préoccuper. Et Dominique Tibéri est plus apprécié que NKM à Paris? Pas que NKM, mais que la charmante personne qui va diriger la liste. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ne me faites pas entrer dans une discussion contre NKM. Elle prépare sa liste comme elle le souhaite. Mais pas de la bonne manière, à me suivre. Pas de la bonne manière. Alors, il est certain que personnellement, à Marseille, je prends plus de soin à l'égard des élus, même ceux qui m'ont servi longtemps. Voilà, c'est ce qu'on appelle un divertissement sans frais. Et quand, encore une fois, désigner des gens, dites, l'héritage, c'est sous l'Ancien Régime, pas celui de Sarko, celui de la monarchie. En République... Tous les barons de la droite à Paris ne lui ont pas facilité la tâche aussi, à Nathalie Kosciusko. Elle a gagné la primaire. Attendez, j'observe une chose. À l'époque de Chirac, il y a 20 sénateurs à Paris. À l'époque de Chirac, on devait en avoir 15. La dernière fois, l'UMP n'en a eu que 2, et la dame qu'on avait désignée en premier, elle nous a largués très peu de temps après. J'aimerais pas qu'on refasse les mêmes choses. Quelques minutes pour terminer. Perrine. On taira le nom de la dame qui vous a largué quelques temps après, ancienne ministre. J'avais une dernière question sur les rythmes scolaires. Est-ce que vous appliquerez ou non la réforme à Marseille en 2014? Alors, non, mais attendez, je réponds volontiers. Je réponds volontiers. D'abord, cette affaire aurait dû faire l'objet d'une loi. Ça n'est qu'un décret. Ensuite, le ministre intellectuellement très brillant, etc., aurait pu prendre le pouls un peu des maires, même ceux de l'opposition dont je fais partie. Bon, Marseille, 462 écoles maternelles et primaires, 71 000 enfants dans nos écoles, 51 000 repas, un jour de classe normale. Attendez, non, on n'a rien du tout. Les enseignants sont contre, les parents d'élèves sont contre, les élus sont contre. Vous ne savez pas ce que le gouvernement a fait ces jours-ci, c'est scandaleux. Il a demandé aux gendarmes de téléphoner aux maires dans le département des Bouches-du-Rhône pour savoir s'ils appliqueraient ou pas les rythmes scolaires. On a fait un sondage en mettant les gendarmes. Ils n'ont pas autre chose à faire, les pandores, là, que d'aller s'occuper de savoir si on met les rythmes scolaires ou pas. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on est très surpris. Voilà, moi, je peux vous le dire, je peux même vous donner le nom des maires auxquels... Les gendarmes. Oui, les gendarmes. Alors, attendez. Si, oui ou non, vous l'appliquerez la loi? S'il y a obligation, je ne ferai pas, bien entendu, une attitude de blocage, mais qui paye? Vous savez qu'à Marseille, ça coûte entre 20 millions d'euros et 25 millions d'euros. Qui les donne? Si l'État les donne, je peux le faire. Alors, si c'est pour mettre des impôts sur les Marseillais, alors là, je suis contre. Vous en parlerez directement avec le Premier ministre, vous le voyez dans quelques jours. Jean-Claude Gaudin, merci Perrine, à très vite.
Les sénateurs votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement. Ils sont aussi les représentants des collectivités territoriales. Depuis 1875, le Parlement est bicaméral. Le bicamérisme, c'est deux assemblées parlementaires. C'est donc plus de Parlement, plus de démocratie, puisque le citoyen va être doublement représenté, directement à l'Assemblée nationale et indirectement au Sénat. Depuis 2011, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans au suffrage universel indirect. La durée du mandat des 348 sénateurs est de 6 ans. Le scrutin indirect est une spécificité du mode d'élection des sénateurs, puisque les sénateurs représentant les collectivités territoriales, ils sont élus par des élus locaux. Il y a actuellement 77 femmes sénatrices, soit 22%, contre 26% à l'Assemblée. Pour être candidat, il faut avoir 24 ans au minimum. L'âge moyen des sénateurs est de 63 ans et de 59 ans à l'Assemblée. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La classe politique unanime pour saluer Lucien Neuwirth, gaulliste historique, père de la pilule contraceptive. Décédé à l'âge de 89 ans, François Hollande salue ce soir un acteur déterminant de l'évolution de la société française. À la veille du vote par le Sénat de la partie recette du projet de loi de finances, les débats se poursuivent dans l'hémicycle. Les sénateurs continuent de rejeter les impôts et les taxes prévus par le gouvernement. Après le Mali, la France s'apprête à intervenir en Centrafrique avec un millier de soldats et un projet de résolution à l'ONU. Quels sont les enjeux de cette intervention? Nous poserons la question à notre invité ce soir, Daniel Reiner, vice-président socialiste de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Son nom restera inscrit à jamais dans la lutte pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Lucien Neuwirth, surnommé le père de la pilule, s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi. Homme politique, député puis sénateur, il s'était engagé dans la résistance à l'âge de 16 ans. Son portrait, Cécile Sixou. C'était en 2004, Lucien Neuwirth raconte comment pendant la guerre, il sort miraculé d'une exécution par les Allemands grâce à son porte-monnaie. J'avais plein de pièces et les pièces ont fait ricocher la balle dans l'épaule. Mais le coup que j'ai reçu, je suis tombé, quand on reçoit un coup de poing dans le cœur, on tombe. Je me suis évanoui et ils ont cru que j'étais mort. Rescapé parmi ses frères d'armes, tous sans vie, ce résistant de la première heure puise de cette expérience sa combativité. On n'a plus peur de rien, je sais pas. Ah bah là, ça, je n'ai pas la réputation d'avoir peur de quoi que ce soit. Non, Des années plus tard, il le prouvera en s'engageant avec courage et souvent contre son propre camp pour la contraception. Une contraception qu'il découvre en Angleterre dans des expériences très personnelles. La première jeune anglaise que j'ai connue selon les Écritures, au moment où les choses devenaient sérieuses, elle m'a dit « Wait just a minute », attends un moment. Et elle m'a donné un petit comprimé qui étaient les comprimés spermicides. J'étais stupéfait. Je lui ai dit « Mais enfin, vous avez droit à ça en Angleterre ?» Il m'a dit « Oui, pourquoi en France ça n'existe pas ?» J'ai dit « Non, en France ça n'existe pas. » Je n'ai pas besoin de vous dire que quand je suis revenu en France, j'ai pensé qu'à ça. Devenu député, il réussit à convaincre le général de Gaulle d'inscrire son projet de loi à l'agenda. Alors, il y a eu un silence. Au bout d'un moment, il m'a dit « C'est vrai, donner la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Continuez. » Un combat pour la liberté des femmes, gagné le 28 décembre 1967. Sa loi n'entrera en vigueur qu'en 1972. Devenu sénateur en 1984, il s'illustrera encore pour faire évoluer la société par 2 textes, la loi sur la prise en charge de la douleur et celle des soins palliatifs. Et la classe politique a été unanime pour saluer la mémoire de Lucien Neuwirth. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a exprimé sa tristesse, rendant hommage à celui qui a été toute sa vie, je cite, un combattant de la liberté et de l'égalité. Pour Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, cet homme de conviction a fortement contribué à l'évolution des mœurs. Voyez ces autres réactions recueillies aujourd'hui au Sénat au micro de Cécile Sixou.
C'est un homme qui avait des convictions, il était patriote. Et quand une position concernait l'intérêt de la France, il n'hésitait pas à monter, qu'elle soit de gauche ou de droite. Combien de fois je l'ai entendu dire, pour faire une route, la route n'est pas de droite, n'est pas de gauche. Il faut des moyens financiers, il faut savoir si on veut la faire ou pas. Il laisse un beau combat pour la liberté des femmes et pour leur émancipation, puisqu'il a fait adopter une loi fondamentale pour cette liberté, cette émancipation, avec l'autorisation de la contraception. Donc beaucoup de respect pour ce combat qui, encore une fois, a permis à des femmes de vivre pleinement leur sexualité ou de commencer à penser pouvoir vivre pleinement leur sexualité. Je l'ai connu comme questeur du Sénat, très attentif au fonctionnement de cette maison, très attentif au rôle et à la place de cette maison, notamment dans le bicamérisme. C'est une réflexion que nous devons avoir aujourd'hui, à un moment où nous sentons un peu le bicamérisme affaibli, notamment ici au Sénat. C'était quelqu'un qui croyait, et ça n'avait pas toujours été facile. Souvenons-nous du référendum de 1969, il était à l'époque à l'Assemblée nationale, mais au fond, lui qui était devenu sénateur avait mesuré l'importance du bicamérisme. Et pour parler du parcours hors du commun de ce résistant engagé à 16 ans, gaulliste historique, député puis sénateur, nos invités ce soir, Isabelle Debré, bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP des Hauts-de-Seine, également vice-présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat et vice-présidente de l'amicale gaulliste ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Claude Hurier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement président de l'Institut Curie, mais vous avez été sénateur de la Meurthe-et-Moselle entre 1983 et 2001, en même temps que Lucien Neuwirth. Merci d'être sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Isabelle Debré. Une réaction à la disparition de Lucien Neuwirth. On vient de le voir, la classe politique est unanime ce soir pour saluer sa mémoire. Ah oui, bien sûr beaucoup de tristesse. En tant que gaulliste, j'ai eu la chance de connaître Lucien Neuwirth, non pas dans son mandat de sénateur, puisque quand je suis devenue sénateur, il n'était plus, bien sûr, dans cet hémicycle, mais je l'ai connu après, entre autres au sein de l'amicale gaulliste du Sénat. Et c'est une grande figure du gaullisme, une grande figure aussi du Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Je pense qu'on reparlera bien sûr de tout ce que Lucien Neuwirth a fait pour le pays, bien sûr, pour les Français et pour les femmes. On va y venir. Claude Hurier, quelle est votre réaction à sa disparition? Moi aussi, de tristesse, je n'ai pas de lien particulier en dehors des quelques années heureuses qu'on a passées, lui et moi, à la Commission des affaires sociales, qu'il avait d'ailleurs rejoint après avoir siégé très longtemps dans la Commission des lois, je crois. Et il est venu, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois l'évoquer, il est venu en Commission des affaires sociales avec un but très précis. Il considérait que l'expérience douloureuse qu'il avait faite avec quelqu'un de son entourage, qui avait considéré que la lutte contre la douleur, on laissait souffrir les patients beaucoup plus qu'on aurait pu. Et Lucien avait eu cette intuition qu'il fallait une loi. J'étais d'ailleurs très réservé en pensant qu'il y avait un geste habituel du médecin de soulager la douleur. Et malheureusement, je me suis rendu compte que pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer, il était nécessaire de légiférer. Ne serait-ce que pour ne pas entretenir le suspense, parce qu'il y avait de la part des médecins une crainte concernant l'utilisation de la morphine. C'est aussi précis que cela. Et cette crainte d'avoir une toxicomanie entraînait une prise en charge insuffisante de la douleur. Entre autres souvenirs, j'ai celui-là. Effectivement, hein, Isabelle Debré, parce qu'on parle beaucoup de Lucien Neuwirth comme bien le père fondateur, l'auteur de la loi sur la pilule contraceptive, mais il avait aussi été à l'origine de 2 propositions de loi au Sénat, une sur la douleur, c'était en 1995, comme vient de l'évoquer Claude Hurier. Actuellement, vous êtes la marraine d'ailleurs d'une association Hôpital 2000 qui s'occupe de la prise en charge, vous lui devez beaucoup. Oui, c'est-à-dire que Lucien Neuwirth avait créé en 1999 avec Martine Jambon une association qui s'appelle Hôpital 2000 et qui distribue des pompes à morphine dans les hôpitaux justement pour aider à la lutte contre la douleur. Et en 2013, j'ai eu effectivement l'honneur d'aller justement à Sainte-Périne pour donner 4 pompes à morphine dans le service du docteur Jean-Marie Gomas. Et c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir essayer d'aider cette association créée par Lucien Neuwirth en 1999. Vous saluez quand même bien aussi son parcours en tant que gaulliste historique. On sait qu'il s'était engagé. Il avait entendu par hasard l'appel du 18 juin 1940. Il n'avait que 16 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, la force de ce combat, de son engagement? C'est extraordinaire de voir qu'un jeune garçon de 16 ans répond effectivement à cet appel du général de Gaulle, s'engage dans la résistance. Et peu de gens le savent, mais il a été fait prisonnier.
il a été fusillé et la personne qui est arrivée pour, excusez-moi du terme, mais vraiment en finir avec lui, a tiré le coup de grâce et c'est grâce à des pièces de monnaie que Lucien de Wiers a survécu. Et ça n'est pas d'ailleurs pour rien qu'il a écrit 2 livres, entre autres un qui s'appelle « Que la vie soit ». Je crois que c'était vraiment quelqu'un qui bah voilà, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Va où tu veux, meurs où tu dois ». Et bien voilà, il n'était pas appelé à ce moment-là et il a fait tellement belles choses après. Claude Durier, vous connaissez cette anecdote? Oui, il vous en avait parlé à titre personnel? Non, parce qu'il n'était pas un homme de confidence. Hein. Il avait des amitiés très solides et très diverses. Et c'était un homme d'une richesse particulière à travers sa vie, mais aussi son imagination et son travail de parlementaire. Il apparaît comme le père de la pilule. C'est exact, personne d'ailleurs ne peut le contester, mais ce qui m'intéressait dans votre invitation, c'est de pouvoir faire apparaître aussi un autre engagement de la part de Lucien de Wiers, qui est beaucoup moins connu que le premier, mais qui a été aussi le signe d'une volonté de sa part de répondre à toutes les inquiétudes et les détresses qu'on peut voir autour de soi. Effectivement, sur la douleur, également sur les soins palliatifs en 99 au Sénat, François Hollande a dit ce soir qu'il avait su surmonter tous les conservatismes. Comment l'expliquez-vous ça? Et notamment en 67, on se souvient certainement que l'hostilité de la société qui donc s'opposait à la contraception. Ça fait partie de sa liberté et de sa force de caractère. C'était pas du tout quelqu'un qui suivait les événements. C'était cet engagement personnel, sa cordialité aussi, son courage, que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Isabelle Debré, on imagine son combat en 1967, je le disais à l'instant, avec une société française plutôt hostile à la contraception. Il avait eu l'aval du général de Gaulle. On lui prête cette phrase: vous avez donné le droit de vote aux femmes, maintenant donnez-leur le droit de maîtriser leur fécondité. On imagine les débats avaient été passionnés. Transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Donc on voyait bien qu'il y avait entre les 2 hommes une vraie envie de donner cette liberté aux femmes. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de gens qui se sont effectivement ligués contre lui, mais je crois qu'il avait un vrai courage et surtout un homme de conviction. Il savait où il allait, un vrai visionnaire. Il savait qu'il fallait aller vers cet objectif et il n'en démordait pas. Je veux dire, c'était comme ça, c'était pas autrement. De même que, souvenez-vous, il a soutenu au présidentiel des candidats qui ont fait de très petits scores, et malgré tout, c'était sa conviction. Il fallait qu'il aide Chaban-Delmas ou Michel Debré. Donc, il est allé soutenir des personnes en lesquelles il croyait. C'était ça, avant tout, pour lui. C'était de croire en ce qu'il défendait. C'était le plus important pour lui. Comment avait-il, selon vous, pu convaincre les parlementaires de voter son texte en faveur de la contraception? En faveur de la contraception, je ne peux pas vous dire parce que je n'étais pas encore au Sénat. J'en ai bien sûr entendu parler par lui-même, mais pour moi, d'ailleurs, je ne l'ai approché finalement qu'à la Commission des Affaires sociales. Et quand je le connaissais en tant que questeur, d'ailleurs je lui ai succédé comme questeur, il en a d'ailleurs été très triste, non pas que je lui ai succédé, mais il était très attaché à sa fonction de questeur, et je le comprends. Mais c'est vraiment par la Commission des Affaires sociales qu'on s'est trouvé des affinités concernant la conception de notre mandat de parlementaire et de sénateur, et avec cette idée de service, bien sûr, et de savoir anticiper ou aller à l'encontre de certaines tendances naturelles. Celle dont je parle, c'est le fait que les médecins, et prenant en charge, devant soulager les patients, j'avais dit à Lucien, mais pourquoi légiférer? Or, la suite a montré qu'il y avait matière à légiférer, et c'était la loi de Wiers qui a modifié très profondément le comportement des soignants à l'égard des personnes qui souffrent. Il a mené son combat jusqu'à la fin de son mandat de parlementaire. On vient de le voir avec sa loi sur la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs. Il avait même été rapporteur sur la pilule du lendemain. Qu'est-ce que ça vous inspire, Isabelle Debré? Mais encore une fois, il avait des convictions, il allait jusqu'au bout. Mais vous savez, je crois que quand on est passé aussi près de la mort, je parlais de cet épisode de fusillade, lorsqu'on est passé si près de la mort, je crois qu'on n'a qu'une envie après, c'est d'apporter quelque chose à son pays. Et quand on a le courage, la force de conviction, cet esprit visionnaire qu'il avait, comme le général de Gaulle d'ailleurs, voilà, je crois que, vous savez, quand à 16 ans, on s'engage comme ça dans la résistance, je crois que rien n'était impossible pour Lucien de Wiers. Claude Durier, un dernier mot peut-être. Quel souvenir garderez-vous de lui? Celui d'un homme à la fois souriant, détendu,
jamais agressif, respectueux dans le débat. C'était d'ailleurs une caractéristique du Sénat, j'espère que ça continue, et un homme d'engagement et avec une force de conviction qui lui permettait de convaincre les plus sceptiques, y compris quant à la nature même de cet engagement qui, dans un premier temps, était apparu comme totalement inutile. Et il a ramé, il a fini par convaincre non seulement Jean-Pierre Fourcade, qui était un président très actif et très réactif, mais l'ensemble de la Commission. Et le travail, c'est de l'ensemble de la Commission, à l'initiative de Lucien Neuwirth et sa persévérance. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités. C'était un homme extrêmement discret, extrêmement humble, pour qui nous avions tous une grande admiration. Et vraiment, c'était un homme tout à fait exceptionnel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de 24 heures Sénat pour rendre hommage à Lucien Neuwirth. Au Sénat, c'est d'ailleurs demain qu'aura lieu le vote sur la partie recettes du budget. En attendant ce moment fatidique, l'examen du projet de loi de finances se poursuit. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, pour le savoir, on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui est en duplex de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors, eh bien, cet après-midi, on a parlé budget des collectivités locales. Oui, effectivement, il y a eu de l'animation. Puis il y en a encore derrière moi dans l'hémicycle en ce moment même, puisqu'effectivement, les sénateurs ont attaqué le budget des collectivités locales. Rappelons que les sénateurs représentent les collectivités locales, qu'ils représentent les territoires et qu'ici, la grogne est forte face à une nouvelle donne, face à la baisse de la dotation de l'État à ces collectivités. En 2014, il va y avoir une baisse de cette dotation qui va être de 40,5 milliards d'euros, en baisse de 1,5 milliard entre 2014 et 2013. Et puis, cette baisse devrait se poursuivre dans les années qui suivent. L'UMP et les centristes se sont montrés indignés cet après-midi et ils ont rappelé que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, eh bien, le PS avait poussé des cris de scandale pour beaucoup moins que ça. Écoutez à ce propos Hervé Maurey, sénateur centriste de l'Eure. Il y a 3 ans, le gouvernement précédent proposait de geler les dotations aux collectivités locales. Et là, sur la gauche de cet hémicycle, c'était les hurlements. On assassinait les collectivités locales, on allait les contraindre à augmenter les impôts, on tuait l'investissement, on transférait l'impopularité d'une hausse d'impôts que l'État n'osait pas assumer. Bref, c'était abominable. Et après ça, Francis Delattre pour l'UMP ou encore Marie-France Beaufils pour le groupe communiste ont invoqué une personnalité du Parti socialiste. Cette personnalité, ce n'est pas n'importe qui, c'est Martine Aubry. Martine Aubry, donc ancienne ministre, maire de Lille, présidente de la communauté urbaine de Lille, qui a regretté que les collectivités locales fassent les frais de cette politique de rigueur. Rappelons toutefois que les recettes fiscales supplémentaires vont permettre de compenser légèrement cette baisse de la dotation. Une bien maigre consolation qui, c'est sûr, ici, ne va pas suffire à convaincre les sénateurs. Merci beaucoup, Tam. Et puis sachez que l'Assemblée nationale a voté cet après-midi la réforme des retraites plus largement qu'en première lecture. Quelques heures après un geste in extremis du gouvernement pour les petites retraites, le projet de loi prévoit un allongement de la durée de cotisation et crée un compte pénibilité. Le texte avait été rejeté 346 voix à 0 par le Sénat. Et comme tous les mardis, Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir alors, Delphine. vous l'avez attendu, mais il n'est pas venu. Absolument. 11h03 très précisément sur la pendule du Sénat. Avec Mounir Soussi, nous sommes là, nous sommes sur le pied de guerre, micro à la main, caméra sur l'épaule. Nous attendons le Premier ministre et patatras, il ne viendra pas. Alors, grosse déception, vous l'imaginez Delphine. Pourquoi ce faux bond? Explication, François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat. On l'a évoqué ce matin, il y a au groupe socialiste à l'Assemblée nationale un vote important sur les retraites. Et donc il m'a demandé s'il y avait un problème, qu'il aille ce matin au groupe à l'Assemblée nationale. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Si l'urgence était d'aller encore conforter la majorité à l'Assemblée nationale, ça m'a semblé plus important. Il viendra la prochaine fois, donc c'est un décalage d'une semaine ou de 15 jours, donc c'est pas un problème majeur. Vous avez noté, Delphine, le mot urgence a conforté encore le groupe parlementaire PS à l'Assemblée nationale. Donc l'urgence n'est pas au Sénat, ça on l'a bien compris. Le Sénat peut donc encore attendre un tout petit peu. Les sénateurs qui sont aussi très ravis d'apprendre que le Premier ministre rassemble les députés PS la semaine prochaine, dès lundi à Matignon. Le Sénat, le grand oublié, non,
Delphine, non, c'est pas vrai. Je ne vous ai pas dit ça. Alors ça n'empêche pas les sénateurs quand même d'avoir des idées, notamment sur le projet de loi de finances. Ah ça, des idées, ils en ont. Le problème maintenant, c'est de se faire entendre. Pour cela, il reste une solution. Crier très très fort. Nous avons même trouvé notre lanceur d'alerte. Il s'appelle Gaëtan Gors et on l'écoute. Je suis un des rares à le dire ouvertement, peut-être parce que j'ai moins le sens des précautions que des sénateurs plus anciens. Merci. Mais à quoi ça sert ? Enfin, moi, c'est ma conception désormais. J'ai suffisamment d'expérience, je suis au Parlement depuis plus de 16 ans maintenant. À quoi ça sert d'avoir un mandat parlementaire si c'est pour acquiescer à tout ce que vous dit le gouvernement ? En plus, après 10 ans d'opposition, j'ai pris l'habitude de résister. J'aimerais tellement que la gauche change les choses que je ne me résigne pas à voir la situation dans laquelle on est en train de se placer aujourd'hui. Et je crois que c'est urgent pour nous tous de crier au loup, de crier alerte. Donc il faut vraiment se poser ces questions et pas simplement faire des déclarations pour dire on va lutter contre le populisme, lutter contre l'extrême droite, c'est bien gentil. Il faut s'en donner les moyens. Une déclaration d'intention, moi franchement, ça m'amuse plus. Un sénateur de la Nièvre qui en a gros sur la patate, si on peut dire, qui en a gros sur le cœur et qui avait très envie de parler de tout cela. Évidemment, il en sera certainement question jeudi, jour où les groupes parlementaires, les présidents de groupe seront reçus à Matignon. Alors, François Rebsamen, encore une fois, que demanderez-vous à Jean-Marc Ayrault ? Vous ne pensez pas que je vais vous le dire maintenant ? Non. je vous le dirai après. Très bien, monsieur Rebsamen, le rendez-vous est pris. Donc, Delphine, jeudi soir, on attend de ces nouvelles, bien évidemment. Et pour rester quand même avec un sourire, parce que c'est vrai qu'ils nous l'ont dit, les choses avec le gros sur le cœur, mais avec le sourire, je ne vais pas terminer cette chronique sans une petite fausse note. Évidemment, je vous propose la citation de la semaine. Elle résume l'état d'esprit des parlementaires. Elle est signée André Valigny. Vous savez, il y a une phrase avec l'humour qu'on lui connaît que disait Edgar Faure. Edgar Faure disait « Quand une grande réforme est annoncée en France, les forces de l'immobilisme se mettent en marche et rien ne peut les arrêter. Eh bien, nous allons vaincre les forces de l'immobilisme. » Bon, pas sûr que Jean-Marc Ayrault emploie les mêmes mots la semaine prochaine ou dans 15 jours devant le groupe au Sénat. En tout cas, on espère qu'il viendra à moins qu'il y ait encore urgence à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Mickaël. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine. Seul maire Europe Écologie Les Verts d'une ville de plus de 100 000 habitants, Dominique Voynet ne se représente pas à Montreuil.